Lorsqu'on a prévu cet après-midi, j'avais envisagé de vous parler de l'évolution de l'Égypte au cours des 2 derniers siècles. Et puis, ma foi, ça risquait de tourner au cours d'histoire, d'être un peu fastidieux. L'objectif est de trouver des événements qui peuvent illustrer ou expliquer pourquoi certaines choses se passent comme elles se passent aujourd'hui, qui défraient la chronique, comme on dit, et qui sont vues d'une certaine manière par les médias, les analystes, etc. Et il y a d'autres manières de les voir. Et l'une des choses que l'on peut faire, c'est de voir ce qui s'est passé avant, parce que souvent, la loi de cause à effet fait que on peut trouver des explications de cette manière-là. Bon, pour pas faire un cours d'histoire, j'ai pensé à la place vous parler de mon papa et de ma maman, puis je me suis dit que ça le ferait pas non plus. Alors, en fin de compte, j'ai trouvé une solution intermédiaire qui est entre les deux, c'est-à-dire de suivre un destin familial et de prendre des événements par le suivi de ce destin, voir un petit peu ce qu'on a rencontré, et ça peut permettre de voir au passage certaines choses. Donc il est évident que les événements qui sont sélectionnés arbitrairement en fonction du fait qu'ils ont été vécus, et puis de l'intérêt qu'ils peuvent avoir éventuellement pour notre réflexion. S'il s'agit donc de ressentis et d'opinions personnelles, il n'y a pas de prétention à une vérité universitaire, quelque chose comme ça. Et puis si vous avez des questions, à la fin on pourra en parler. J'ai préparé ce diaporama de façon à ne pas perdre le fil et puis aussi à pouvoir présenter quelques cartes et quelques photos qui vont vous permettre de situer un petit peu le contexte et peut-être de voir certaines choses. J'ai recherché l'origine du nom de famille du côté de mon père. Alors ça s'écrit gauche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne se prononce pas comme ça. Là-bas, ça se prononce roche, ce qui est une lettre qui n'existe pas dans nos alphabets ou dans nos prononciations. Et donc, ça n'est pas... GH est une lettre. C'est la manière dont on représentait la lettre Rin au siècle dernier, avant que les alphabets phonétiques n'existent. Et en recherchant, en remontant, je suis remonté jusqu'au Bengale. Et en fait, le Bengale, là, nous sommes quelque part par ici. Hein, et c'est du sanskrit. Alors, le GHOSH, c'est l'orthographe anglo-saxonne, pour la même prononciation. En fait, on se trouve à l'aboutissement de la grande balade des tribus aryennes qui, dans leur nomadisme, sont arrivées et se sont fixées aux Indes, puisque c'est un sous-continent. Au passage, moi, ça me permet un clin d'œil parce que ça montre que les Aryens en question, ils sont pas vraiment tout blonds et tout... puisque le type réel, c'est celui de l'Indien pakistanais. Voilà. Ensuite, à cette époque-là, donc, on avait l'empire Gupta par ici, l'empire sassanide qui est en fait les Perses par ici, et celui qui va nous intéresser, l'empire romain d'Orient, à l'autre bout. Alors, au passage, un clin d'œil, parce qu'il n'y a aucune prétention de parenté, quelle qu'elle soit, mais Sri Aurobindo était un roche. Hein, mais deux branches très éloignées. J'ai trouvé ça amusant. Ensuite, si on fait un grand saut dans le temps, on va trouver l'Empire romain d'Orient. Et cet Empire romain d'Orient, on le voit ici représenté à 3 époques différentes, en 1200, en 1204, en 1265. Et c'est la 2e occurrence historique que j'ai trouvée du nom, et c'est une époque très troublée. En effet, on voit qu'en 1200, on a un empire qui fait tout ça, l'Empire romain d'Orient. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, l'Empire romain d'Occident, il n'y en a plus, depuis un moment.
En fait, en 1204, avec les invasions des Turcs seltchucides musulmans, on se retrouve avec un empire qui va diminuer. Et puis, on va se retrouver en 1265 avec une configuration qui est celle-ci. Et sachant que en 1400, il va tomber sous les coups de l'une des croisades, où Constantinople va être à moitié rasée par les croisés. Alors l'Empire romain d'Orient a ceci d'important, qu'il est méconnu en Occident, parce que à partir du XVIe siècle, à partir des années 1500, où il a été en quelque sorte redécouvert, les historiens qui en ont parlé l'ont qualifié d'empire byzantin. Et on a collé dessus des étiquettes de corruption, de complexité, de rites, etc. Néanmoins, pendant toute cette période-là, toute la sagesse antique, pharaonique, grecque, romaine, a été conservée par l'Empire romain d'Orient, et c'est là, à la conquête de l'Asie mineure, que les armées musulmanes l'ont trouvée, et qu'ensuite, les empires musulmans ont conservé cet héritage de l'Empire romain d'Orient et l'ont également enrichi. Je ne dis pas le contraire. Mais elles l'ont retransmis à l'Occident, ensuite à la Renaissance. Donc c'est une étape importante. Ça, c'était donc la deuxième occurrence. Ensuite, on fait un troisième saut et on se retrouve ici dans les provinces du Cham. Le Cham, c'était l'ancien nom pour tout ce qui était la Syrie et autour, aussi bien la Syrie que ce qu'on a appelé ensuite la Terre Sainte, ce qu'on a appelé la Jordanie, etc. C'était les pays du Cham, Beled et Cham. Et on se retrouve dans cette représentation-là sur une section qui montre ici, je crois que il doit y avoir Beyrouth et Jérusalem un peu plus bas. Finalement, je m'attendais à ce que ce soit plus clair que ça, je suis désolé. Mais on le revoit dans l'autre qui est une carte, où c'est plus clair. Et à Jérusalem, à 12 km à peu près à l'ouest, il y a un village qui s'appelle depuis fort longtemps Abou Roche. Et ce village d'Abou Roche, c'était notre frère Maurice Attard qui m'en avait parlé et nous l'avait signalé comme étant un endroit qu'il avait connu à l'époque où il luttait contre les forces britanniques là-bas, qui pour lui était un lieu un exemple de coexistence entre les différentes communautés religieuses. Là, c'est en Palestine. C'est à 12 km de Jérusalem. Donc ça m'a paru être quelque chose d'intéressant. Il faut dire aussi que selon les vicissitudes de l'histoire, il y a des roches qui sont chrétiens et d'autres qui sont musulmans. On a vu en Égypte des réfugiés palestiniens arriver avec une carte d'identité de réfugiés qui venaient de Palestine et qui étaient musulmans. Mais bon, la région est une espèce de boulevard de toutes les invasions qui ont pu avoir lieu pendant des millénaires. Donc, il n'est pas étonnant qu'il y ait eu des mélanges. La quatrième occurrence dont je voudrais vous parler, nous sautons en 1860. Et en 1860, on voit ici que l'Empire ottoman, cette fois-ci, on est avec les Osmanides, les Osmanis, pour prendre la prononciation turque. Il va en Europe couvrir tous les Balkans et il va ici couvrir également, à part l'Asie mineure, il va descendre encore sur tout ce qui est les pays du Cham, l'Égypte et puis la côte sud de la Méditerranée. Et à cette époque-là, vous avez donc une mosaïque de gens qui sont de religions différentes. Et une des caractéristiques d'un empire, même pour un empire ottoman, c'est que la coexistence se fait en général raisonnablement bien entre les communautés religieuses différentes, parce que l'empire a une auto-justification, c'est son existence propre. Et il ne peut exister que s'il y a coexistence entre ces communautés. Son objectif n'est pas d'écraser et d'imposer, il est de lever l'impôt
et de protéger les frontières, de façon à pouvoir continuer à lever l'impôt. Et donc, il y a une noblesse, et il y a une noblesse de guerre, une noblesse de religion, et tout ça s'organise. Et les communautés qui ne veulent pas se convertir, elles payent un impôt. Puis tout le monde est content. Enfin, pas sûr, mais... pas sûr. Alors, ici, sur cette carte en bas, on a Damas qui est par ici. On doit avoir Beyrouth qui est par là. Et on a ici, dans la montagne, un marqueur sur une petite ville qui s'appelle Marloula. Marloula a été à la une des médias il y a 1 ou 2 semaines, parce que c'est un bourg grec catholique de confession qui a été emporté par les islamistes. Et donc la quasi-totalité de la population a été se réfugier à Damas. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est un bourg dans lequel il y en a quelques autres encore, entre l'Irak et la Syrie, où on parle encore araméen. Ce qui a son intérêt, puisque l'araméen était la langue véhiculaire de l'époque du Maître Jésus. Et la communauté est dite grecque catholique, parce qu'elle est de rite oriental, le rite de Saint Jean Chrysostome, mais elle a fait allégeance à Rome. Donc elle reconnaît l'autorité du pape, contrairement aux communautés orthodoxes. Voilà. Et donc c'est l'un des berceaux, alors là plus direct, de la famille du côté de mon grand-père, qui était donc quelque part entre Damas et Marloula. La famille avait dû émigrer à Damas dans d'autres circonstances. Et il s'est passé en 1860 quelque chose de particulier. Il y a eu des massacres qui se sont déroulés entre Beyrouth et Damas. Tout d'abord par les Druzes sur les Maronites du Liban. Et ensuite, ça s'est étendu un petit peu partout, et ce sont les sunnites de Syrie qui ont massacré les chrétiens, notamment de Damas, où on voit ici le quartier chrétien complètement brûlé et en ruine. Et à cette époque-là, ça avait fortement ému, parce que la presse existait effectivement déjà, et donc ça s'était su en Europe. C'était l'époque des puissances, comme on disait, européennes. Et donc, les puissances en question sont intervenues de manière assez abrupte vis-à-vis de la Sublime Porte ottomane, et qui a accepté qu'un contingent vienne aider à remettre de l'ordre et à protéger les populations. Et c'est donc ici vous avez le débarquement du contingent français, parce que c'est Napoléon III qui a envoyé le principal contingent, et que l'on voit ici arriver à Damas. Et cette scène est intéressante parce qu'elle représente l'émir Abdelkader si vous préférez, qui était à l'époque exilé par les Français à Damas, après avoir été vaincu en Algérie, et qui en fait a eu un rôle excessivement actif pour protéger les populations qui restaient, celles des survivants chrétiennes de Damas, contre les fondamentalistes sunnites, ce qui lui a valu la Légion d'honneur d'ailleurs, je crois. Et ce qui est intéressant, c'est que cette intervention militaire est considérée par les historiens comme la première intervention à but humanitaire. Une espèce de préfiguration du droit d'ingérence. Bon, il est probable que dans l'histoire, si on remonte vraiment, il y a dû en avoir d'autres, mais bon, c'est comme ça. Et donc, à l'époque, la famille de mon grand-père s'est trouvée donc amputée d'une partie de ses membres. À la même époque, vers 1860-63, vous voyez ici que la partie qui est là, c'est toujours l'Empire ottoman, qui descend jusqu'à la Mecque, aux frontières du Yémen, si vous préférez. Alors, l'Égypte en fait partie, mais elle est dans une couleur différente, ainsi que la France, etc. En fait, il commence à y avoir une différence entre l'autorité théorique qu'il peut y avoir sur une partie du monde
et l'autorité réelle. Parce que pratiquement l'autorité en Égypte, ce sont les Anglais qui l'ont, et c'est quand même l'Empire ottoman. Enfin, quoi qu'il en soit, après cet épisode dramatique, nous allons passer à l'Égypte. Alors l'Égypte, à cette époque-là, est une Égypte qui se réveille. Depuis 1804, il y a Mehmet Ali pour les Turcs, Mohammed Ali pour les Arabes, Mohamed Ali par ici, qui, en 1804, a pris le pouvoir en Égypte, en faisant bien sûr allégeance à Istanbul, à la Sublime Porte, parce qu'il le fallait, et en fait, il a instauré une dynastie qui a été la dynastie régnante jusqu'à la fin de la royauté en Égypte. Et Mehmet Ali est en fait un citoyen de l'Empire ottoman, mais c'est une famille albanaise. Il est né en Albanie. Et toute la dynastie ensuite va être une dynastie régnante albanaise en Égypte. Ce qui va expliquer aussi une des raisons de la révolte des officiers libres en 1952. Vous avez sur la photo qui est ici le Caire, et pour ceux qui ont fait le voyage ou pour ceux qui ont été en Égypte, c'est une photo qui est prise sensiblement depuis la citadelle. Alors, vous remarquerez que tout ceci est complètement désert. Là, vous avez le quartier des mosquées, le vieux Caire. Vous voyez ici l'aqueduc, et toute cette zone est déserte aussi. Donc, vous voyez qu'aux environs de 1860, le Caire était une ville très peu développée en superficie. Parce que tout ça, maintenant, ce sont des immeubles. On ne voit pas un pouce de terrain, là. Et donc, nous avons eu cette succession de souverains en Égypte qui ont, sauf l'un d'entre eux, été des modernistes et qui ont introduit le progrès en Égypte. Ce qui le symbolise, c'est le tram électrique en bas, 1890, ce qui était quand même assez remarquable pour l'époque. Et il nous faut parler à ce stade des Saint-Simoniens qui ont eu un rôle très important pour la modernisation de l'Égypte. Je ne sais pas si vous êtes au fait du rôle des Saint-Simoniens en France. On considère que les Saint-Simoniens sont à l'origine des idées socialistes. Proudhon a été Saint-Simonien avant de s'en séparer pour des désaccords quels qu'ils soient. Et quoi qu'il en soit, à la suite du décès du comte de Saint-Simon, il va y avoir plusieurs scissions dans le mouvement, et toujours avec des idées très modernistes. En fait, l'un de ces courants, le plus connu, la société saint-simonienne, va se constituer quasiment en religion. Une religion dans laquelle le progrès est le salut de l'humanité, et dans lequel le collectivisme, l'égalité absolue pour tous, devient le moyen d'y arriver avec le travail, avec le progrès technique, avec l'industrie et tout ça. Et c'est comme ça que ça influencera et ça donnera des hommes comme la famille Eiffel, et donc la tour du même nom, et donc le canal de Suez, et donc un certain nombre de ponts qui subsistent encore en Égypte, et le début du chemin de fer, aussi bien en France qu'en Égypte. Bon, il y a eu aussi ce que l'on appelait à l'époque des dérives, puisque Enfantin et l'autre dont je ne me souviens plus le nom ont été condamnés en justice. On les a traînés en justice pour des tas de raisons. Ils n'ont été condamnés que pour une seule, pour atteinte aux bonnes mœurs. Parce que dans les théories du saint-simonisme, il y avait également le fait qu'il fallait libérer la femme. Exactement. Alors en 1863, on peut dire quelle horreur. Et ils avaient même émis la thèse du mariage temporaire. Chose qui est courante aujourd'hui, sauf que l'on pratique ça différemment, c'est-à-dire qu'on se marie et on divorce.
Alors eux, ils avaient considéré que tout compte fait, le mariage n'avait réellement d'importance dans la permanence que s'il y avait des enfants, et que donc il pouvait très bien y avoir mariage temporaire et qu'il fallait que la femme soit libre, tout comme l'homme l'était, etc. C'est intéressant comme époque. Alors cela dit, pour ce qui nous concerne, on voit ici on va le voir là, une représentation du canal qui existait sous les pharaons, entre le Nil ici, vous voyez le début du delta avec le Caire, les lacs amers, et ce canal-là qui avait été construit, on peut dire construit ou creusé, au début sous Sésostris, le troisième du nom, ça devait être la 12e dynastie. La 12e dynastie, c'est le Moyen Empire. Ça devait être il y a 4000 ans ou un peu plus. Il ne faut pas oublier qu'entre le Nil et les lacs amers, il y avait la crue. Et donc il y a eu du limon qui s'amassait, il a fallu le recreuser un certain nombre de fois. Il existait sous Ramsès II, ça on en est certain. Et il a été restauré sous Darius, puis sous Ptolémée, le deuxième du nom, et puis sous Amr ibn al-As, qui a été le premier conquérant musulman de l'Égypte. Et alors, fait intéressant, il y a eu un calife plus tard, au 8e siècle, qui s'appelait Al-Mansour, qui lui a fait le contraire, il l'a fait combler. Et oui, parce que au 8e siècle, ça commençait à grouiller un petit peu dans la Méditerranée, et le canal en question rendait accessible la mer Rouge, c'est-à-dire Médine et la Mecque, aux méchants occidentaux qui pouvaient venir de la Méditerranée. Et donc, il a préféré couper la route aussi bien au commerce et aux échanges qu'aux envahisseurs potentiels. Ensuite, nous nous retrouvons donc pour la suite de ces événements. Vous voyez ici un pont qui a été construit à l'époque des Saint-Simoniens en Égypte. Je ne sais pas si Eiffel en était l'auteur ou un autre, mais de toute façon c'est le style et c'est l'œuvre de l'époque. Et à la même époque, vous voyez là un groupe, il y en a même plusieurs, groupe d'étudiants de l'université d'Al-Azhar au Caire, qui étudiaient donc, le cheikh se mettait au pied d'une colonne et les étudiants se groupaient autour de lui. Et le cours était donné comme cela, et les enceintes n'étaient pas fermées, il y avait plusieurs groupes sur toute la surface de la mosquée, puisque on ne pouvait pas fermer, les enceintes devaient être ouvertes pour les regroupements du vendredi, les grandes prières. Vous voyez ici quelques événements qui expliquent aussi les problèmes financiers qu'a eu l'Égypte à cette époque, notamment la guerre du Soudan, puisque le rattachement notamment du Darfour au Soudan et à l'Égypte, c'était cette époque-là. Les guerres, ça coûte très cher. Donc l'Égypte s'est endettée. Et il y a eu occupation britannique, une révolte égyptienne qui était la révolte de Orabi en 1882, ce qui fait que les Britanniques ont écrasé la révolte. Ils ont avancé sur deux axes, un par les environs de Port Saïd, un autre par le delta. Ils se sont fait battre d'un côté, mais ils ont gagné de l'autre et ils ont écrasé les révoltés. L'occupation en question s'est transformée en protectorat en 1914 à cause de la guerre. C'était un euphémisme en fait, le protectorat, parce que les troupes britanniques étaient toujours là. Un détail au passage, c'est en 1887 que les fouilles de Tal el-Amarna, qui était une zone beaucoup moins connue des restes des civilisations égyptiennes, ont permis de trouver un certain nombre de choses, dont les archives diplomatiques de l'époque d'Akhenaton à el-Amarna, et ces archives diplomatiques, qui étaient d'ailleurs en écriture cunéiforme, puisque c'était la langue diplomatique de l'époque, nous ont donné foule de renseignements. Elles ne sont pas encore tout entièrement décryptées. Le travail continue dans pas mal d'universités dans le monde. Alors, mon grand-père Michel a donc émigré en 1863-64 après les événements de Syrie, et il a travaillé comme dentiste ambulant en Égypte, c'est-à-dire qu'il allait monter sur
sur son petit âne dans la province qui entourait la région du Caire pour proposer ses services de dentiste. Vous pensez arracheur de dents, c'est sûrement vrai. Et avec l'infirmier qui suivait, avec la fraise sur l'épaule, qui était un engin en bois tourné haut comme ça, avec un flexible il n'y avait pas de flexible en fait, c'était un système de poulies avec des courroies, avec la fraise au bout. Et puis il y avait sur le pied des pédales. Et donc l'infirmier pédalait pour que il fallait ce qu'il fallait. Je ne sais pas comment il faisait. Ah si, je crois qu'il avait la bonbonne de gaz hilarant. C'est ce qu'on utilisait même en Europe à l'époque comme anesthésiant. Il n'y avait pas autre chose. De toute façon, c'était ça ou l'alcool, et l'alcool, ça posait un problème localement. Dans les campagnes, ça en posait. Au Caire moins, mais dans les campagnes, ça en posait. Et puis il s'est marié avec Marie Zmokhal. Alors la famille Zmokhal est une famille libanaise, grecque catholique, mais du Liban aussi, qui vient de la montagne libanaise de Brummana. Et voici tous les enfants. Catholique alors ? Grec catholique aussi, oui. Tout le monde est grec catholique là-dedans. Alors, on n'allait pas se mélanger. À l'époque. Non, c'est tout à fait étonnant cette mosaïque. On a du mal à le comprendre à notre époque et ici. Mais vous aviez des communautés, et je l'ai connu comme ça en grandissant, de religieuses différentes qui vivaient côte à côte, en bonne entente, mais en étant absolument persuadées qu'elles détenaient chacune la vérité et qu'il ne fallait pas trop se mélanger avec les autres. Le premier-né est mort en bas âge. Il restait donc 8 enfants, dont Joseph, mon père, le premier, l'aîné, survivant. Mes oncles et tantes, Gabriel, Rose, Linda, Alice, Victoria, Sylvie et Bichara. Voilà, la famille. Et ce que vous avez sur la photo à gauche, c'est la pose de la première pierre de l'université du Caire à la même époque. Ensuite, nous passons maintenant aux années 1900, au début du XXe siècle. Il faut voir que les grandes villes du Caire sont quand même cosmopolites. On n'est pas du tout dans une campagne arriérée partout. Et on voit, par exemple, ici, vous reconnaîtrez peut-être le musée du Caire, le musée pharaonique. Alors, vous ne reconnaissez pas la place Tahrir, parce que... En fait, là, c'est un grand espace vide, parce que cet espace avait été récupéré sur les casernements de l'armée britannique. On avait finalement réussi à prier gentiment d'aller voir ailleurs s'ils étaient, parce qu'on avait besoin de la place pour l'extension de la ville. Là, vous avez le quartier du Mouski au début du siècle, en 1903, qui était un quartier commerçant qui était pas loin de l'Azhar d'ailleurs. Là, vous avez par ici la gare du Caire, donc qui est un héritage saint-simonien aussi. Alors on voit que la foule là est nettement plus campagnarde, c'est normal, la gare fait la liaison avec la province. Vous avez en bas à droite la place de l'Opéra au Caire, alors qui est alors d'architecture tout à fait occidentale contemporaine, avec l'Opéra du Caire, qui était qui ressemblait tout à fait à mi-chemin au point de vue dimension entre l'Opéra de Paris et celui d'Avignon, en gros. Mais le même type de salle, avec la grande salle, les lustres, les dorures partout, les loges royales, les différents niveaux, etc. Il a malheureusement brûlé de manière tout à fait incongrue dans les années 70. Ça a permis de récupérer la place pour faire une administration un peu plus tard. Et là, vous avez une rue, je crois que c'est la rue Fouad à Alexandrie, à la même époque. Donc vous voyez que les vêtements sont mélangés, que les voitures sont tout à fait comparables à ce qui existait ailleurs dans le monde, et que les immeubles sont d'architecture également de l'époque saint-simonienne. Ensuite, nous faisons un petit saut avec l'ancien barrage d'Aswan, qui a été donc
construit entre 1898 et 1902, qui a été surélevé plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on puisse plus aller plus haut. Et c'est là que on a commencé à faire les plans du haut barrage d'Aswan, qui est un peu plus loin, et dont nous reparlerons éventuellement. Qu'est-ce qu'il faut? Bon, là, vous voyez le jardin français d'Alexandrie. Intéressant. L'ancien pont Kasré-Nil au Caire, qui est en face de la place Tahrir. Et puis, vous avez une autre vue ici de la gare du Caire, un petit peu plus tard que l'autre photo. Que fait Joseph Gosch à ce moment-là? Il est l'aîné, il va poursuivre ses études de dentiste en Grèce, et puis ensuite il aboutit en France. Et en 1917, il ouvre un cabinet dentaire rue Blanche à Paris. C'est pendant la guerre, d'ailleurs. J'ai entendu parler de la grosse Bertha, et des ballons là-haut. Et puis la guerre se passe, et il va y avoir tout d'abord un certain nombre de traités par lesquels les vainqueurs vont essayer de décider du sort des vaincus. Les vainqueurs, vous savez, les vaincus, c'était essentiellement l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, et l'Allemagne, bien sûr. Ça, comme ce sont des voisins proches, tout le monde est au courant. Le traité de Sèvres, tout d'abord, en 1920, essaye de régler le sort de l'Empire ottoman, et il va prévoir des zones pour les Arméniens, ici, pour les Kurdes, et la limite pour la Syrie, qui est supposée être confiée à un protectorat français, est beaucoup plus haut qu'actuellement. Et l'Empire ottoman, que vous voyez ici dans sa forme avant la défaite, perd sa partie occidentale, sauf cette partie-là et une partie des Balkans. Et malheureusement, ce qui va se passer à partir de 1920, c'est que le colonel Atatürk va décider que les Ottomans, c'est bien gentil, mais qu'il faut maintenant créer un nationalisme turc qui crée un État turc et se dégager de tout ça et adopter le modernisme qui a permis aux Occidentaux de gagner la guerre. Et donc il réforme, l'État devient laïque et non plus religieux, il réforme l'alphabet, il adopte l'alphabet latin pour l'écriture au lieu de l'alphabet arabe, et c'est la guerre contre tous les occupants d'Asie mineure, alors contre les troupes italiennes, les troupes grecques, les Français, les Anglais. Il y a pas mal de succès militaires, ce qui fait que en 1923, le traité de Sèvres, il est caduc. Ça ne sert plus à rien de dire ça va être comme ça, puisque ça n'est déjà plus comme ça sur le terrain. Et on arrive donc au traité de Lausanne. Et alors le traité de Lausanne, c'est plutôt ce qui se passe ici. Et dans ce traité-là, vous avez toute l'Asie mineure qui est attribuée à la Turquie, nouvel État qui se crée, une toute petite partie de l'ancienne possession occidentale de l'Empire ottoman, et disparaissent toutes les divisions qui étaient prévues pour les Arméniens, pour les Kurdes, pour la Syrie rétrécie. Même Alexandrette va être ensuite donnée aux Turcs, par les Français, bien sûr, qui ont négocié ça. Et toutes ces enclaves-là vont disparaître. Et ça va faire des drames épouvantables, parce qu'il va y avoir des mouvements de population que l'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Il va y avoir quelque chose comme 1 500 000 Grecs qui vont être obligés d'émigrer d'Asie mineure vers la Grèce ou vers d'autres endroits en Méditerranée, les pays qui veuillent bien les accueillir, contre 750 000 turcophones qui vont partir dans l'autre sens. Et ça, c'est sans parler des Arméniens dont tout le monde connaît le sort, plus les populations kurdes qui, alors là, plus personne s'en occupe. Il devait y avoir un foyer national, et finalement les Kurdes ils seront divisés entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Et ça a été considéré toute cette période qui va globalement de 1914 à 1925, parce qu'il a fallu quand même 2 ans pour que tout ce monde-là bouge les survivants arrivent à destination. C'était des pages noires de l'humanité. Et
vous avez là une clé fondamentale, à mon sens, de ce qui se passe depuis 30 ans. Aussi bien dans les Balkans que dans le monde dit arabe. Là, on a une carte, je ne vais pas rester longtemps là-dessus, mais vous avez tous les mouvements de population qui ont eu lieu uniquement sur la partie occidentale de l'Asie mineure, hein, avec les Grecs. Il y a eu des mouvements de même type, mais globalement, si vous voulez, les mouvements vers l'Europe ont été beaucoup plus importants, 2 ou 3 fois plus importants que dans l'autre sens. Au passage, dans les années 30, c'est-à-dire quelques années après ça, Socrate Soghomlu, qui était donc le père de mon épouse Marie-Françoise, qu'un certain nombre d'entre vous ont connu ici, a émigré et a décidé qu'il ne pouvait plus rester là-bas et a quitté Istanbul. Il ne restait plus de Grecs qu'à Istanbul, en fait. Ça faisait partie du traité. Ils étaient tolérés dans cette région-là. Et il a donc émigré vers la France, où il s'est installé il était archéologue comme antiquaire. Il a épousé une Bretonne d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a participé, comme quoi le monde est petit, il a participé à l'expédition de Howard Carter sur la tombe de Toutankhamon, en tant qu'expert, puisque les archéologues experts étaient antiquaires en même temps à l'époque. Il fallait bien gagner sa vie. Hein. De l'autre côté, là nous avons parlé des traités qui concernaient l'Empire ottoman, il y avait aussi un empire austro-hongrois. Cet empire austro-hongrois, il a fallu le découper. Ça a été en 1920 le traité du Trianon. Et donc on voit en haut, ici, tout l'empire austro-hongrois tel qu'il était avant le découpage, et on voit ici ce qui est resté de la Hongrie, après. Il n'y a pas eu les mêmes masses de gens qui se sont déplacés, mais ça a donné le même type de problème. Ce qui fait que vous avez des populations germanophones qui sont dans des pays comme la Pologne ou bien l'Autriche, etc. Vous avez des populations qui parlent hongrois qui sont en Roumanie ou ailleurs, et en Pologne, etc. Et donc vous avez là aussi des racines intéressantes sur des problèmes que vous pouvez connaître aujourd'hui et qui peuvent expliquer la renaissance de certains mouvements d'extrême droite ou de nationalisme un petit peu passéiste. Et puis, à l'intérieur de cette mosaïque, je me suis intéressé plus particulièrement à la Ruthénie, qui se trouve ici, qui est une région qui est maintenant hors de la Hongrie, mais qui était dans l'Empire austro-hongrois avant, qui est à cheval sur la Slovaquie, la Pologne, l'Ukraine, qui est dominante slave, et à une autre région qui sont ici les Souabes bavarois. Et pourquoi ? Eh bien parce que ce sont les origines de la famille de ma mère. Il y a beaucoup de mélanges, hein. Et donc vous avez une origine de mélange orthodoxe et juif, avec une conversion probable au cours de la Première Guerre mondiale. Et avec tous ces événements-là, Eva est née en 1919, en plein milieu. Et puis, dans les années 30, son père est décédé, sa mère se remarie, ça se passe visiblement assez mal dans la famille, ce qui fait que en 1939, je commence à me mélanger dans mes dates, Eva, elle s'en va, elle s'enfuit, elle s'engage dans une troupe folklorique hongroise et part faire le tour du vieux monde, tel que le vieux monde se faisait à l'époque. Et les pays qui n'avaient pas été trop touchés par la guerre et où il y avait encore des sociétés qui tenaient debout, c'était essentiellement le Moyen-Orient et l'Afrique. Et donc, elle va se retrouver au Caire en 1941, en Syrie en 1942, où elle épouse pendant la guerre un officier de la Légion française. Et puis, elle se retrouve à Madagascar, et puis elle se retrouve en 1946 au Maroc, où il y a séparation avec son époux. Et 1947, elle revient une deuxième fois au Caire, où elle va retrouver quelqu'un, mais
il nous faut parler un petit peu de ce qui s'est passé au Caire pendant ce temps-là. Et ce qui s'est passé au Caire, c'est qu'il y a eu une révolution en 1919. Il y avait déjà des révolutions à l'époque en Égypte. Et le parti Wafd, qui existe encore aujourd'hui, est parti faire le tour des cours des puissances européennes pour négocier, pour tenter de négocier l'indépendance de l'Égypte. Bon, ils n'ont pas trop réussi. Néanmoins, la fin du protectorat a été déclarée en 1922. Le régent de l'époque en a profité pour se déclarer roi, et c'est devenu le roi Fulrad Ier, que l'on voit ici, et l'Égypte est devenue un royaume. En 1923, le pays s'est doté d'une constitution. Donc, quand vous entendez tout ce qui se passe aujourd'hui à propos de la constitution en Égypte, c'est pas la première, ni la deuxième, ni la troisième. Ça a commencé en 1923. Elle a été suspendue quelques années plus tard. C'était une constitution avec un régime royaliste et un parlement. Mais le roi était quand même de droit divin. En 1928, quelque chose de très important se passe, c'est la création par Hassan el-Banna de la confrérie des frères musulmans, laquelle existe toujours aujourd'hui. Et vous voyez ici Hassan el-Banna, le fondateur, avec sa famille. Vous voyez que le fondamentalisme de l'époque n'était pas vraiment ce qu'on en dit aujourd'hui. Eh bien, exactement. Exactement. La question du voile est une importation récente de la presqu'île arabique. D'ailleurs, lorsque Nasser est arrivé au pouvoir ensuite, il a été voir M. El-Banna, lui a demandé son soutien. Et l'autre lui a répondu oui, mais il faut que tu fasses en sorte que toutes les femmes en Égypte portent le voile. J'ai encore le discours en question en version originale, et il lui a répondu mais parce que c'était un peu après cette époque-là, tu as une fille qui est à l'université du Caire en faculté de médecine, elle ne porte pas le voile. Tu n'arrives pas à faire porter le voile à ta fille et tu veux que moi je fasse porter le voile à toutes les femmes d'Égypte? Ça faisait beaucoup rire la salle. Vous voyez ici d'ailleurs une version du voile de l'époque. On le voit malheureusement pas assez bien. Ce sont des suffragettes et le voile est un voile, ça ressemble à une voilette plutôt qu'autre chose, transparent. Et vous voyez ici le symbole de la confrérie des frères musulmans. On y reviendra si ça vous intéresse plus tard ou demain ou ce soir. En 1932, le décès de mon grand-père, il en reste... J'essaye d'accélérer. Le décès de mon grand-père, en 1932, ce qui fait que mon père est obligé de revenir en Égypte. C'est lui maintenant qui est chargé de famille. Et il quitte son cabinet parisien et il revient pour s'occuper des suivants. Il va donc assurer la vie de la famille jusqu'à ce que les frères suivants soient capables de prendre eux aussi la suite. Sur le plan de ce qui se passe, en 1936, il y a l'indépendance théorique. Je dis théorique parce que l'armée anglaise est toujours là. Il ne faut pas oublier que le canal de Suez, ils ne l'ont pas lâché comme ça, les Anglais. Bon. En 1936-39, un épisode qui, lui, ne se passe pas en Égypte, mais en Palestine, c'est la révolte arabe contre l'immigration juive qui se faisait de plus en plus importante et qui va se terminer par la défaite des milices arabes et leur désarmement. En 1940, là nous sommes en Égypte, création de la section spéciale. La section spéciale est une section des frères musulmans qui est en fait la partie interne et secrète de l'organisation. Et en gros, et en fait, si vous voulez, ça explique nombre d'événements qui se produisent aujourd'hui, parce que depuis 1940, ce n'est pas la partie visible de la confrérie qui agit et qui a l'autorité, malgré la présence d'un guide suprême, c'est la section spéciale. Et la section spéciale d'ailleurs, on le verra dans la diapo suivante, sera
à mon sens, d'après les études, les recherches que j'ai pu faire, c'est elle qui va faire assassiner le fondateur, Hassan el-Banna, en 1954. Et on mettra ça sur le dos de l'État égyptien, mais je suis moi persuadé que c'est la section spéciale. Bon, ça c'est les petites histoires de la famille. Il va créer donc, mon père, en 1940, une clinique à Rataba, qui est en plein centre du Caire, ici. Et puis on va avoir cet appartement dont je suis toujours locataire à partir de 1944, à côté de la Corniche. Et la clinique dentaire en question a un petit détail au passage intéressant. Comme il fallait subsister, il fallait assurer la subsistance de la famille, c'était plus un cabinet dentaire, c'était vraiment une clinique. C'est-à-dire qu'il y avait un cabinet pour chacun des oncles et lui-même. Donc il y avait 3 cabinets privés. Et il y avait ce que nous avons appelé la clinique populaire. Et la clinique populaire était une grande salle dans laquelle il y avait 4 cabinets séparés par des paravents opaques, dans lesquels toute la famille, mes oncles et mon père officiaient obligatoirement, mais où les soins se faisaient pour quelques sous. C'était en quelque sorte la succession du grand-père, mais au lieu d'aller soigner dans les campagnes, maintenant qu'il y avait le train et tout ça, c'était les gens de la campagne qui venaient, qui n'avaient pas les moyens. Il n'y avait pas de sécurité sociale en Égypte. Hein. Et lorsque vous avez une rage de dents, vous pouvez même plus cultiver votre champ. C'est très prenant. Donc, c'était en quelque sorte une contribution sociale. Et puis, ensuite, on arrive en 1947. Et Eva va retrouver Joseph, qu'elle avait déjà rencontré une fois en 1941 lors d'un premier voyage. Alors, vous allez reconnaître ici, je ne sais pas si quelqu'un va le reconnaître, le temple de Luxor. Alors, c'est un peu difficile à reconnaître parce que aujourd'hui, on ne voit plus que cette partie supérieure de la mosquée. Il y a un grand mur là, et alors que là, on le voit mal sur cette photo, c'est un talus. Et il y a des archéologues qui ont commencé à gratter en dessous parce qu'ils voulaient voir la mosquée a été construite sur les colonnes qui dépassaient, puisque tout ça a été envahi de vases et de sable, etc. avec les années, et ça n'a été dégagé que plus tard. Et lorsqu'on a commencé à dégager, cette mosquée gênait. Mais il n'était pas question de toucher à la mosquée, vous pensez bien. Donc, ça a intéressé d'autant plus que sous les fondations de la mosquée, parmi les colonnes, on a trouvé les traces d'un aménagement en chapelle copte des premiers siècles. Mais, alors, quand on visitait dans les années 60, le guide nous disait, vous voyez, il y a le temple pharaonique, et puis par-dessus, il y a eu la période copte chrétienne, et puis par-dessus, il y a la période musulmane. C'est l'évolution normale des choses, et c'est la dernière religion qui a raison, bien entendu, etc. Bon, c'était le raisonnement. Finalement, pour éviter tous ces problèmes, il y a un mur qui a été construit, et puis les fondations de la mosquée sont condamnées et consolidées, on n'en parle plus, et l'église, les fouilles de la partie copte ont été interdites. Alors, c'est un petit détail historique. Alors là, vous voyez l'ancêtre de l'âne que nous avons, l'un des ânes que nous avons utilisé en 2010 à Deir el-Bahari. On le reconnaît bien, hein. Et donc, en bas, c'est l'allée des Sphinx entre le temple de Karnak et le temple de Luxor. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est de souligner la guerre arabo-israélienne. Tu es né comme moi, tu es né en 47, hein? Ouais. Ah. Ouais, il est arrivé là. Bonne année, 47. Et Un grand cru. absolument, il faut le dire, qu'on se le dise. En 1948, la guerre arabo-israélienne, qui est à la racine de grand nombre d'événements depuis, puisque la manière dont ça s'est passé, très, très brièvement, c'est qu'il y a eu une première avancée des troupes, des armées arabes et recul de l'armée israélienne. Et puis il y a eu une trêve qui a été acceptée par les deux parties, pendant laquelle
l'armée égyptienne particulièrement s'est retrouvée réapprovisionnée en vieux matériel de récupération qui s'est avéré périmé lorsque les combats ont repris. Et les officiers égyptiens ont très mal digéré la chose, ce qui a été l'une des causes du coup d'État de 52. En 1949, l'assassinat de Hassan el-Banna dont nous avons déjà parlé, qui est le fondateur de la confrérie des frères musulmans, par la section spéciale. Pour l'histoire de la famille, entre 49 et 50 en France, en 50 retour au Caire. C'est une bonne idée, juste à temps pour la Révolution. Donc le coup d'État militaire, vous avez là tous les officiers libres en question, avec le général Naguib ici. Oui, on reconnaît à peu près Nasser ici et Sadat là. Et donc l'incendie du Caire, enfin bref, tous les événements. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que vous avez ici la filiale locale de l'Air Liquide et je crois de Thomson. Donc c'était vraiment une ville très cosmopolite. Puis ça, c'est fiston François avec sa cousine Marie-Josée. Ils se sont pas mariés en fin de compte, non. En 1954, complot des frères musulmans qui n'acceptent pas tellement de voir l'orientation qui est prise par le régime. Vous voyez les manchettes de l'époque. C'était le siège de la confrérie des frères musulmans de l'époque. Ça s'est terminé comme au mois de juillet de cette année. Ils ne peuvent pas perdre leurs mauvaises habitudes, donc ça se passe de la même façon. Et puis, l'Égypte rejoint le mouvement des non-alignés, ce qui lui aligne les faveurs de l'Amérique et puis de l'Angleterre, parce que l'Égypte avait besoin de fonds pour le haut barrage, qui était nécessaire pour pallier à l'augmentation de la population et à la modernisation. Et en fin de compte, comme la Banque mondiale, sous pression américaine et anglaise, refuse finalement de financer le haut barrage, l'Égypte se tourne vers l'URSS et la Tchécoslovaquie pour se fournir en armement. Le départ des troupes anglaises qui était négocié se fait au début de l'année 56. Mais comme les fonds sont coupés par les bailleurs de fonds dans le courant de l'année 56, Nasser décide la nationalisation de la compagnie du canal de Suez, ce qui aboutit à un projet que l'on croirait tiré d'un de ces complots moyenâgeux. C'est le gouvernement de la SFIO socialiste français qui va voir les conservateurs anglais de l'époque et leur propose, d'Anthony Eden, et leur propose un plan qui est estimé machiavélique, qu'il négocie avec les Israéliens. Donc, dans un premier temps, les Israéliens attaquent et envahissent le Sinaï. Il est convenu qu'ils s'arrêtent à 60 km du canal. Mais comme ça menace la circulation internationale dans le canal de Suez, que l'Égypte s'est engagée à garantir ouvert, ça permet l'intervention franco-anglaise sur Port Saïd et sur le canal de Suez. Les événements se passent comme ça, avec un bémol, c'est qu'on n'a pas consulté les Américains, ni les Russes, et qu'ils ne sont pas d'accord. Et donc, après avoir détruit toutes les villes du canal et débarqué à coups de parachutistes, les Anglais et les Français repartent, en laissant les ruines derrière eux. Et le père François, lui, il avait regardé ça de son balcon, avec tous ces avions qui passaient, c'était même pas la peine. À l'époque, la guerre, c'était encore des projecteurs anti-DCA, c'était des balles traçantes la nuit, ça tirait dans tous les sens dès qu'il y avait un avion qui passait. C'était carrément Hollywood. Bon, bref, ne rendez pas trop compte de ce qui se passait derrière, là où les balles traçantes aboutissaient. Mais en même temps, en 1956, et ça concerne l'autre branche de ma famille, c'est Budapest. Budapest, c'est la statue de Staline qui est abattue, avec la tête par terre et les jambes en l'air, comme vous le voyez là. Et malheureusement,
Les Occidentaux qui étaient trop occupés à Suez ne bougent pas quand les Russes envahissent, et puis un petit massacre pour mettre de l'ordre dans tout ça. Les petites étapes de la famille avec le début de l'émigration qui commence à se faire, un cousin qui change de nom, qui change de prénom, de Radel qui s'appelle Jihad. C'est un épisode que je vous raconterai peut-être ce soir à la veillée si ça vous intéresse. Elle était encore religieuse au Liban en 1973. Ah, c'est possible, je n'en sais 73. Ah, elle était peut-être encore vivante, oui. Parce que bon, Bernard est allé voir une religieuse quand on est allé en... Attends. Oui, il a parlé d'une religieuse qui est allée voir au Liban. Mais je serais surpris que... Enfin, j'en sais rien du tout. Je ne saurais pas. J'ai perdu le contact avec elle il y avait déjà quelque temps. Peut-être, probablement. En 1958, la création de la République arabe unie, c'est un phénomène, un épisode intéressant dans la mesure où c'était une union théorique entre l'Égypte, la Syrie, le Yémen et un projet pour que l'Irak la rejoigne plus tard. Et ça vous explique pourquoi aujourd'hui les drapeaux de ces pays se ressemblent. Parce que la seule différence qu'il y avait entre eux, c'était le nombre d'étoiles. 1, 2, 3, 4. Voilà. Sauf que lorsque Sadat est arrivé au pouvoir, on a enlevé les étoiles et on a remis l'aigle hiératique à la place pour ce qui est du drapeau égyptien. Bon, ensuite, je vais aller un peu plus vite. Ce qui va nous intéresser, c'est que en 1960, l'émigration des Juifs et des étrangers augmente à partir de l'Égypte. Le problème est le même que dans tous les chutes d'empire et les créations des États-nations. Le nationalisme va faire que ce sont les étrangers qui sont nécessairement responsables des problèmes économiques et qui sont les profiteurs et il faut les mettre dehors, c'est le seul moyen. La République arabe unie, en 1961, la Syrie s'en va. Entre-temps, en 1959, j'ai fait un voyage en Syrie avec mes parents. L'intérêt que cela peut avoir par rapport à la Syrie d'aujourd'hui, c'est que on a retrouvé des descendants de la famille de l'époque de mon grand-père, et je me souviens, j'étais pas très âgé, mais je me souviens encore dans les conversations qu'on pouvait avoir, même chez eux à la maison, ils refusaient de parler de politique. Dès qu'on abordait un sujet politique, ils changeaient de sujet, ou ils disaient baissez la voix. Et la réflexion de mon père a été, mais décidément, finalement, ils sont plus à plaindre que nous encore, parce que nous étions sous Nasser. Donc on se méfiait de la police secrète et on ne parlait pas non plus politique. Et c'est un souvenir qui m'est resté. Et effectivement, le régime dit socialiste arabe du parti Baas en Syrie était beaucoup plus autoritaire encore qu'en Égypte. C'est pas l'Irak, Baas ? Les deux. Il y avait un parti Baas en Irak et un parti Baas en Syrie, qui étaient des partis frères qui se tapaient joyeusement dessus. En 1962, le Yémen, problème, le nord du Yémen n'est pas du tout d'accord pour l'union avec l'Égypte. Le nord du Yémen, ce sont des montagnes, ce sont des guerriers, ce sont des gens qui sont fondamentalistes et qui taillent en pièces le corps expéditionnaire égyptien qui est parti remettre de l'ordre. C'est un endroit où chaque bonhomme se balade avec un couteau à la ceinture. Et il y aurait eu utilisation de gaz de combat effectivement là-bas. Bon, ça change pas grand-chose. Les gaz de combat n'ont jamais changé grand-chose dans le courant des guerres. Et il serait temps qu'on s'en aperçoive. Mais il faudrait étudier l'histoire pour ça. Vous voyez ici le haut barrage quand il a été terminé, à Aswan. Et ça, c'est une championne de croquet et son mari, c'est-à-dire mes parents, n'est-ce pas? Un voyage ici en Haute-Égypte, dans les années 60. Alors vous voyez ce que je peux vous faire remarquer ici. Là, c'est pris depuis le mausolée de l'Aga Khan. C'est ce que vous ne pouvez plus faire aujourd'hui. Et l'émigration continue. Le lycée El Horeya, ça peut être intéressant de signaler au passage, c'est l'ancien lycée français du Caire qui a été nationalisé sous Nasser
et qui s'est donc appelé lycée de la liberté, El Hurriya, et qui se trouve ici, exactement juste à côté de la place Tahrir. Donc c'est là-bas que j'allais à l'école pendant 3 ans, puis le bac, puis alors l'institut dit Electrotecnica, qui se trouvait donc dans une partie du Caire qui est beaucoup plus haut, qui était par là. Alors moi j'habitais à peu près par ici. Hein. J'ai fait ça en vélo pendant un moment. Vous n'aurez pas échappé à au moins une photo de classe. Salésiens ? Ah ben c'est des jésuites italiens, en gros quoi. Hein, pour donner une... J'étais tombé de Caribe en Silla. Ah oui, de toute façon, Don Bosco, c'est... Alors, en 1967, la guerre des 6 jours. Pour moi, elle a fait 3 jours, avec un uniforme de la défense civile et un vieux fusil de la Première Guerre mondiale sans munitions sur le dos. 67, c'est également le début du déplacement d'Abu Simbel. Et vous voyez donc ici, je ne sais pas si c'est le montage ou le démontage, peu importe. Hein, Et là, vous voyez une classe à l'université d'El-Azhar. Eh ben voilà, ce qu'il fallait démontrer. Hein. Donc vous voyez l'influence que qu'a pu avoir le wahhabisme séoudien depuis l'époque. Et donc, on avance ici, on se retrouve en 68. En 68, c'est l'année où j'émigre, hein, où je me retrouve je pars avec une petite valise et un sac sur le dos, en bateau à partir d'Alexandrie, puis j'arrive à Venise, et puis c'est en stop jusqu'en Suisse, puis pas moyen de faire ses études, donc je poursuis en stop vers Paris, j'arrive en Côte d'Or, et puis gendarmerie, contrôle d'identité, arrestation, prison. Pendant le week-end du 14 juillet, j'ai trouvé ça tout à fait déplorable. Et en fait, il s'avère qu'il y avait un mandat d'arrêt pour insoumission parce que j'avais pas rejoint, parce que j'étais français. Eh ben, tant pis pour mes pieds. Alors, ensuite, vous avez ici Sadat et Moubarak à une époque. Sadat ici avec Begin et Carter. Et la raison, c'est donc le décès de Sadat et ensuite la guerre de 73, etc. Et ici, l'assassinat de Sadat. Ah oui, c'est la Jama'a Islamiyya qui est la branche armée de la section spéciale secrète des frères musulmans. Je suis absolument certain de ce que j'avance. Les émigrations continuent. Bon, je retrouve mes parents en Hongrie, on va accélérer. Ça, c'est intéressant au passage pour ceux qui ont vu la place Tahrir, parce qu'elle a quand même notablement changé. La place actuelle est là. Ici où vous aviez une belle fontaine illuminée, il y a le chantier où ils sont en train de creuser la future gare souterraine des bus du Caire. Ça fait à peu près 20 ans que ça dure. Bon. Ils ne sont pas mécanisés. Ils ont le temps. Les émigrations, les décès continuent. Les petits cousins commencent à se retrouver aux Émirats Arabes Unis. Certains vont au Canada. Je crois qu'il y en a même eu en Australie. Et vous avez ici le voyage de 2010 à l'église suspendue au Vieux-Caire. J'ai quand même pris une photo de 2010. Et en fait, actuellement, il me reste une cousine en Égypte. Il doit en rester au Liban. En Syrie, j'en ai pas la moindre idée. Le pays a été fermé depuis que je l'avais visité en 59. Il y en a aux Émirats Arabes Unis, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en France. C'est la dispersion. La famille Kroos, je n'en ai pas la moindre idée. Je sais que ma mère avait réussi à retrouver une cousine à elle. Et ma foi, les événements, vous les connaissez ensuite. Et des familles comme ça, dont les destins se sont retrouvés éparpillés ou qui ont suivi le cours des événements et les ont subis, il y en a des centaines de milliers. Et dans la plupart des cas, elles n'en parlent pas. Parce que lorsque l'on passe par des événements comme ça,
et qu'on a réussi à s'en sortir, la première chose qu'on essaye de faire, c'est de se reconstruire une vie normale et d'oublier le reste. Donc, ce sera la génération suivante ou celle d'après qui va chercher, qui va avoir du mal d'ailleurs, parce que les grands-parents ont tellement essayé de bien oublier tout ça qu'on ne retrouvera pas. Et en fait, c'est une bonne leçon, en fait, on essaye de retrouver la normalité. Mais il y a en quelque sorte l'empreinte des événements passés, que certains pourront appeler karma ou destin, qui est là et qui fait qu'il va falloir que les peuples se retrouvent face à leurs responsabilités, face à des choix à refaire un peu plus tard. Et il faut se méfier lorsque l'on trouve des situations de violence comme en Égypte ou surtout comme en Syrie actuellement. Il faut se méfier de prendre parti trop rapidement, parce que moi je vous ai raconté un massacre, mais il y en a peut-être eu dans l'autre sens aussi. À l'époque de l'Empire romain, et même probablement, il y a eu des massacres entre... on a vu que les Druzes ne se sont pas gênés de taper sur les chrétiens. À une certaine époque, ils ont tapé sur les sunnites aussi, etc., etc. Donc, on peut vouloir dire, je considère la situation d'aujourd'hui uniquement d'après les événements d'aujourd'hui, mais c'est pas facile, parce que les gens qui sont sur place et qui sont engagés dans ces événements, ils ont aussi un passé. Et ils ont agi aussi en fonction de ce passé. Et si il y a une violence très forte de la part du régime en place actuel, qui a une étiquette socialiste, totalitaire, laïcisante, ce qui n'est pas tout à fait... mais peu importe, il ne faut pas oublier que les composantes majoritaires qui sont à l'intérieur sont alaouites, c'est-à-dire chiites, avec une alliance avec les différentes composantes chrétiennes, des sunnites non fondamentalistes, et qu'ils sont décidés par tous les moyens à ne pas se retrouver sous un joug fondamentaliste islamiste. Et ont-ils raison, ont-ils tort d'utiliser les moyens qu'ils utilisent, qui aboutissent à des massacres ou pas? Je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, il faut hésiter avant de trancher. Quoi qu'il en soit, aussi, au bout de 2-3 générations, nous voyons que l'humanité n'a pas de mémoire, quoi qu'on en dise, et à moins de prendre le parti de faire de ses recherches personnelles, ou alors de suivre des cours d'histoire en université, eh bien, on perd la trace de ces événements. Mais bon, on peut se dire que ça permet de refaire face aux événements, à des situations similaires, en s'améliorant à chaque fois. Et ça, c'est l'aspect positif que je pourrais vous proposer sur la question, en vous priant de bien vouloir excuser la longueur de le retard pris par cet exposé. C'est très intéressant.